Quand on pense aux forces blindées soviétiques, on s'imagine tout de suite les vagues de T-34 et autres exercices comprenant des centaines de T-72. Pourtant, comme on dit, Rome ne s'est pas faite en un jour. Et bien dans notre cas, ce sont les forces blindées qui ne se sont pas constituées en un jour. Vous le savez, les troupes de l'armée rouge découvrent les blindés suivant l'envoi par la France de plusieurs FT à Odessa, dont ils captureront plusieurs exemplaires sur les champs de bataille de la guerre civile. Sur cette base se formeront les premières unités blindées rouges, dont l'organisation restait très mal encadrée par l'administration centrale des blindés, le CBU. Dès 1919, les bolcheviks proposeront la création d'un groupe visant à coordonner le développement de leurs propres blindés sous la direction de l'administration principale des blindés, le GBU, qui remplace le CBU à partir de cette même année. L'usine sélectionnée pour produire ces chars serait la célèbre Krasnoïe-Sormovo, qui existe encore de nos jours, bien qu'elle ne fasse plus de chars. Avant de commencer à concevoir leurs propres chars, il était nécessaire d'établir quel type de char il fallait, par rapport aux besoins de l'armée rouge. Ainsi, le blindé qu'il fallait à la jeune URSS était un char dit de manœuvre. Si elle en possédait déjà 3 types, les chars M, S et B, ces blindés étaient des reliques de la guerre civile et outre le char M, aussi connu chez nous sous le nom de FT et Renault-Rouski pour ses copies, il n'était pas adapté au conflit envisagé par l'URSS, qui s'imaginait déjà le rôle du char de manœuvre, l'évolution du char S, comme celui de soutien d'infanterie et de percée en profondeur. Pour être plus précis, la Russie soviétique avait déjà organisé un concours ouvert à tous de conception de chars en novembre 1919. Le blindé vainqueur, conçu par l'ingénieur Dijora Kondratiev, s'appelait Teplokhodh AN et était effectivement le premier char amphibie soviétique. Si le travail sur la construction du véhicule débuta en 1921, il fut bien vite arrêté en 1924. Le travail avançant trop lentement puisque la guerre battait son plein jusqu'en 1922 et finalement par manque de moyens, nécessitant 40 000 roubles qui n'étaient pas disponibles compte tenu de la situation du pays. 1924, c'est aussi la date de mise en place d'un bureau spécialisé dans la conception de chars, la Commission centrale de conception de chars, sous l'autorité du GOUFP, l'administration principale des véhicules militaires. Il produira son premier rapport en octobre sur la situation des chars dans le pays et des nécessités futures. La mention du fameux char de manœuvre fait son apparition, et avec ses caractéristiques. Il s'agit d'un blindé, et je cite, « de soutien d'infanterie pouvant détruire des fortifications éphémères ». Ce char ne devrait pas avoir de lien permanent avec les unités militaires, mais devrait leur être rattaché sous forme de chars spéciaux en fonction des besoins. Quelques critères sont aussi donnés, d'un poids maximal de 16,4 tonnes, blindé de 6 à 26 mm, pouvant atteindre 30 km grâce à un moteur 4 temps, tout en ayant une autonomie de 300 km. Étant évidemment le seul acteur en mesure de le faire, le bureau de conception du GOUFP, le GKB, se mit à travailler sur un tel char sous la direction de Vladimir Zaslavski, un jeune ingénieur de 32 ans qui était particulièrement reconnu pour son travail sur diverses machines. Vladimir et d'autres ingénieurs seront tellement célèbres qu'ils feront partie des premières victimes des purges de 1936, puisqu'il sera arrêté en novembre et exécuté en 1937. Mais revenons-en au char. Le GKB plancha sur plusieurs conceptions, mais toutes avaient 2 points communs. Le nom, GOUFP, et un moteur Ricardo de 150 chevaux. Ce moteur n'était ni plus ni moins que celui du célèbre Mark V, dont des exemplaires avaient été capturés durant la guerre civile. Ce char était appelé justement en Russie le Ricardo, puisque seul le nom du moteur était connu. La première version était un blindé très imposant et lourd, armé d'un canon de 45 mm. Évidemment, le char de manœuvre implique de pouvoir manœuvrer un minimum, et il fut rejeté par la commission des blindés. La deuxième version était plus lourdement blindée, avec un 76 mm et de nombreuses mitrailleuses Fodorov. Ces chars restaient généralement trop lourds, plus de 17 tonnes, et imposants, presque 7 mètres de long pour 3 de large. En mars 1926, le commissariat au peuple des affaires militaires reçut la liste de projets à développer pour l'année, où y figurait le char de manœuvre. Malgré cela, il n'y avait absolument aucun cahier des charges. Le rapport de 1924 n'était ce qu'il était, un rapport. Les quelques ingénieurs du GKB, puisqu'ils étaient une petite dizaine, faisaient grossièrement ce qu'ils voulaient, tant que cela ressemblait à peu près à un char, ce qui les empêcha d'être vraiment productifs. Il ne faut pas non plus oublier que ces personnes n'ont pas que des chars à faire, mais effectivement tout le matériel militaire, des véhicules anti-aériens, des tracteurs, etc. Un programme triennal fut mis en place en juin visant à doter l'armée de tous les types de chars nécessaires. L'objectif était d'équiper chaque division d'infanterie d'un bataillon blindé. Un bataillon sur 2 serait constitué de chars de soutien, et l'autre de chenillettes, pour un total de 69 chars de soutien ou chenillettes par bataillon. Sauf que, le taux de perte potentielle a aussi été calculé, et le nombre fut ajusté à 112 blindés par bataillon. Cela semblait être une tâche extrêmement difficile pour une URSS encore relativement peu industrialisée, et dont l'armée grossissait de jour en jour.
Si vous avez bien suivi, vous avez compris que les soviétiques voulaient faire des bataillons de chars de manœuvre indépendants. Eh bien, c'est toujours le cas. La taille d'un tel bataillon était estimée à 60 chars, au prix de 50 000 roubles chacun, soit 3 millions de roubles pour équiper une unité, et on ne parle que des chars. Le Rev Soviet confie la tâche de développer un char de manœuvre au comité de l'artillerie en mars 1928, qui lui-même confie les exigences en avril à la commission de construction des chars, qui elle-même confie le travail à un bureau de conception, dont le premier projet est examiné à la fin de l'été. Ce blindé portait le nom de T-12 et reprenait fortement les lignes de chars américains, comme le M1921 et 1922. La tâche de construire le véhicule fut attribuée à une des quelques usines qui avaient une certaine expérience avec des véhicules militaires. Vous la connaissez bien, je la connais bien, il s'agit de l'usine KHPZ, l'usine de locomotives de Kharkov. Elle reçut les plans à l'automne et une équipe de 8 ingénieurs fut assemblée à l'usine de Kharkov en décembre 1928 afin d'organiser la production du véhicule. À sa tête, Ivan Nikanorovitch Alexeyenko, un jeune ingénieur d'alors 24 ans. Il est intéressant de noter que, déjà à cette époque, une plateforme universelle avait été envisagée pour les différents véhicules de l'armée, des tracteurs aux chars. Dans notre cas, il est encore plus intéressant de noter que, dès janvier 1929, le char de manœuvre avait reçu un nouveau nom, le char moyen. Il devait peser 16 tonnes, être blindé à 30 mm, aller à 30 km/h et pouvoir utiliser un 45 et 3 mitrailleuses. Son rôle resta néanmoins inchangé, il devait pouvoir engager les lignes de défense ennemies dans la guerre de mouvement. Ces histoires de classification étaient là encore très hasardeuses, puisque le char était comparé à par exemple des chars étrangers dits de soutien, de rupture ou même de manœuvre. Effectivement, les pays expérimentaient encore beaucoup avec les doctrines blindées, et la frontière entre tel ou tel type de char semble avec du recul être assez floue, d'autant plus qu'ils possèdent des caractéristiques similaires. Le 25 novembre 1929, le département de la mécanisation et de la motorisation, aussi appelé OMM, envoya un rapport au Rev Soviet concernant l'avancement de la production de chars. Il est dit, le char a été commandé le 1er novembre 1928. La livraison est prévue pour le 1er décembre 1929. Un programme est adopté visant à construire 30 chars moyens d'ici le 1er octobre 1930. Le 20 juin 1929, le directeur de l'usine de Kharkov informa le comité de l'artillerie de l'avancement de la construction. Le char était presque fini, mais quelques ponts restaient à terminer. Et terminé, il le sera en octobre, les essais devant débuter d'ici la fin de l'année. Une fois les potentiels défauts rectifiés, il était prévu de faire subir au char des essais généraux au début de l'année suivante. Mais la préparation du char prit plus d'1 mois et demi. Pourquoi ? Eh bien, le T-12 construit différait grandement du T-12 prévu dans les plans. Plus imposant et finalement armé de mitrailleuses 7,62 DT, il utilisait aussi un moteur d'avion adapté, le M6, une copie du moteur 8FB d'Hispano-Suiza de 300 chevaux produit à Zaporizhia. Le moteur initialement prévu en développant seulement 180. Il faut aussi noter que le char continue à changer continuellement de forme, en quelque sorte. Plusieurs pièces seront déplacées au fil des essais, comme le ventilateur ou le système de refroidissement en général. Pour la partie plus technique, le char était équipé d'une boîte de vitesse inversée à 4 rapports, permettant des vitesses de 2, 7, 15 et 25 km/h, un simple différentiel et des disques de frein flottants. Ayant pris un peu de poids, puisque le char pesait désormais au minimum 19,5 tonnes en ordre de combat, sa pression au sol était de 450 grammes par cm². Par décision du Rev Soviet, KHPZ reçut l'ordre de produire 15 de ces blindés d'ici octobre 1930, et 130 de plus entre cette date et septembre 1931. Finalement, la commande totale passera à 325 T-12. Une réunion se tiendra le 25 décembre 1929 quant à l'organisation de la production des chars à Kharkov durant les 4 prochaines années. Si Kharkov devait assembler les chars, ce sont Izhora et Tchousovoï qui devraient fournir le blindage. 2 jours plus tard, la même réunion à Izhora mena à plusieurs conclusions. La première, compte tenu du fait que les travaux sur le prototype ne sont pas encore terminés, et qu'Izhora doit effectuer des essais avec un blindage en acier de 22 mm d'épaisseur, il est opportun d'utiliser le temps disponible avant les essais généraux du T-12 pour produire une coque blindée expérimentale sans modification. La deuxième, pour la production de la première série, Izhora doit livrer des coques blindées sous forme assemblée à KHPZ. La troisième, pour l'exécution dans les délais de la commande du premier lot de véhicules, Izhora estime qu'il est nécessaire, au plus tard le 30 janvier 1930, d'obtenir les plans de travail et caractéristiques de la plaque de blindage et de l'acier. Et la dernière, compte tenu de la nécessité de réduire le poids du véhicule, il est souhaitable de résoudre d'urgence la question de l'épaisseur du blindage. Les travaux ont été menés avec une certaine épaisseur de blindage, la question de l'épaisseur est d'une grande importance pour la production du véhicule. Et là commencent les problèmes. Une tâche aussi simple qu'envoyer des plans s'est révélée être un casse-tête pour l'usine de Kharkov. Ils durent effectivement répondre à Izhora qu'ils n'avaient tout simplement pas de plan pour le blindage, et qu'il était difficile de les imprimer puisque l'usine était occupée à s'agrandir. On propose à Izhora d'aller chercher les documents au département de l'artillerie de l'armée rouge où il en existe 3 exemplaires. Le temps passe et l'OMM demande en février 1930 à Kharkov d'augmenter le blindage du char tout en l'allégeant d'environ 2 tonnes.
Pendant ce temps, le T-12 faisait ses tours de piste. C'est là que les soviétiques se rendirent compte d'une chose. Le char était actuellement particulièrement mauvais. Pas pour son blindage ou son armement, mais pour sa fiabilité. Chaque journée était accompagnée de sa panne différente, et le char passa finalement plus de temps dans les mains des mécaniciens que des ingénieurs. Il arrivait que la boîte de vitesse inversée suive un peu trop à la lettre son nom. Si la marche avant était enclenchée, le char pouvait reculer, et inversement. L'eau des radiateurs avait une fâcheuse tendance à surchauffer, il n'était pas rare que le char n'arrive pas à fonctionner correctement plus de 30 minutes. Fin février, de nombreux représentants de plusieurs institutions viennent assister aux essais de ce sacré T-12. Du 25 au 26, le char tourna plus de 2h30. Les essais seront interrompus après 50 minutes le deuxième jour, en raison d'un blocage de l'arbre à cam. Les choses commençaient à devenir problématiques pour le T-12. Ses défauts mécaniques l'empêchaient de pouvoir terminer ses essais dans un délai convenable, et les usines de construction étaient dans la capacité d'accomplir leurs tâches. Un mois plus tard, Voroshilov envoya une lettre au directeur adjoint de l'UOM, lui faisant part de ses préoccupations concernant le programme de manière générale. La réponse dut attendre un mois. L'UOM ordonna au comité de l'artillerie d'armer le char d'un canon de 45 et de 3 mitrailleuses DTU, puisque mi-avril, le T-12 n'avait toujours pas reçu son armement. La réponse du comité à l'UOM était on ne peut plus tragique. Il n'avait qu'un seul exemplaire disponible de cette mitrailleuse et du canon, qui n'avait pas fini ses essais et était donc indisponible. Les soviétiques tentèrent en attendant d'améliorer les capacités automotrices du véhicule, là aussi sans succès. Lors des essais de mai et de juin 1930, que vous pouvez découvrir sur ces images rares, le char était seulement armé de mitrailleuses DT conventionnelles. La situation devenait particulièrement agaçante, et le 1er juillet, le Revaïen Soviet ordonna via un tiers de donner le char à l'UOM et d'accélérer les essais par tous les moyens disponibles. Le char arriva 5 jours plus tard à Moscou, dans un terrain d'essai assez rudimentaire, puisqu'il n'y avait alors pas de terrain dédié comme le sera Kubinka plus tard. Les essais seront dirigés par quelqu'un que vous connaissez peut-être si vous vous intéressez aux blindés soviétiques, puisqu'il s'agit de Semyon Ginzburg. Il sera, 10 ans plus tard, le concepteur du Su-76, un blindé si mauvais qu'il fut démis de ses fonctions et envoyé au front. Bref, le T-12 sera essayé une demi-heure le 8 juillet avant que la commission ne se rende compte qu'effectivement, le char n'est pas incroyable. Le lendemain, sur une marge de 9 km, la boîte de vitesse surchauffa, l'eau des radiateurs bouillit et évidemment, le deuxième rapport ne fonctionnait pas. Sûrement par magie soviétique, le véhicule fonctionna presque parfaitement pendant 40 minutes lors des essais le 11 juillet devant Voroshilov et d'autres sommités soviétiques. Évidemment, tout ce gratin était impressionné par le T-12, et Voroshilov remercia même les ouvriers de l'usine. Cela arrivait même à chaque fois que quelqu'un d'important regardait le T-12. Il fonctionnait parfaitement. Enfin, les résultats enregistrés par Ginzburg étaient un peu plus timorés et proches de la réalité. Si le véhicule était meilleur que le T-18, l'inverse étant difficile, les défauts de la boîte de vitesse et plus généralement de tout ce qui faisait avancer le char étaient plutôt graves. Le T-12 fut réparé à mi-août et arriva à Kharkov le 9 septembre. Au moment où la production d'un lot de 15 chars était en train d'être préparée, les ingénieurs planchaient aussi déjà sur une version améliorée du char. Le prototype fut finalement démonté et ainsi s'acheva la vie du T-12. Lorsque je parle de version améliorée du char, il faut savoir que les premières mentions de ce blindé datent de mai 1930. Le char T-24 est mentionné dans le compte-rendu d'une réunion du Conseil suprême de l'économie nationale, à côté des chars T-19, T-20 et de la chenillette T-23. Il est intéressant de noter que la possibilité de réduire la production de tracteurs afin de laisser de la place à la commande de 300 T-24 était envisagée. Puisque l'usine de tracteurs de Kharkov était aussi une usine importante de moteurs, il fut décidé de la scinder en deux et d'établir une usine de moteurs sous le nom de l'usine 75. Cette usine 75, vous la connaissez bien aussi, puisque c'est de nos jours l'usine Malichev, ou tout du moins ce qu'il en reste, suivant son retour à Kharkov. Il est d'autant plus intéressant de voir qu'à l'été 1930, eh bien les soviétiques confondaient parfois T-12 et T-24. Il est possible de retrouver des mentions de fin d'essai du T-24 à l'été, chose impensable, puisque seul le T-12 existait alors. C'est aussi la période où sont passées des commandes démesurées. Déjà, il était question d'installer des usines de chars dans plusieurs villes, comme à Kharkov ou Tcheliabinsk. Ensuite, la ville seule de Kharkov devait produire 1600 T-24 entre 1931 et 32. Pour rappel, la production de T-24 s'élevait alors à 0 exemplaires, et celle de T-12 à 1. Finalement, les 3 premières coquilles vides, dirons-nous de T-24, sont assemblées à l'été 1930 et participeront à des essais de mobilité, alors encore avec des résultats chaleureux. Les premières pièces de T-24 sont expédiées en octobre, mais l'assemblage ne se termina pas avant janvier 1931, puisqu'il manquait des pièces critiques en caoutchouc. Là encore, les retards s'accumulaient de mois en mois. Au 12 février, aucun char n'était assemblé, ce qui poussa le directeur de l'UOM à envoyer un courrier au Revaïen Soviet les informant de l'avancement, ou plutôt du non-avancement, de la construction des chars. En mai, le comité de défense de l'URSS tient une réunion où il en sort une chose. Il faut rattraper le retard et ne pas produire d'autres T-24 par la suite. Résultat, les 6 premiers T-24 sont livrés, tenez-vous bien, en octobre 1931.
puis 10 autres en novembre et 8 en décembre, pour un total de 24 chars produits. T-24, 24 chars, bref. Je suis même très gentil en disant 24 chars produits, puisque la quantité de chars armés de leur 45 s'élève au maximum à 5 véhicules. C'est assez drôle, mais le point qui fait le plus débat sur le char est son blindage. Oui, vous comprenez bien, le blindage d'un char de 1931 n'est en fait pas connu précisément. Certaines sources soviétiques de cette époque présentent un blindage frontal de 20 mm, tandis que des documents des essais balistiques indiquent 30 mm. Il est tout à fait possible que certains exemplaires aient reçu un blindage de 20 mm et d'autres de 30 mm, mais nous n'aurons, et je m'avance sans trop de crainte, jamais de réponse à cette question. Les soviétiques se retrouvèrent donc avec 24 chars moyens sur les bras, et voilà, ils n'en firent rien. Pourquoi ? C'est très simple et cela peut tenir en 2 lettres, BT. Le char BT, dont les premiers prototypes datent de la même période que le T-24, était beaucoup plus prometteur. Même si les deux jouaient dans des classes différentes, le BT était bien plus adapté à la doctrine de guerre de mouvement soviétique, l'armée rouge commençant à flirter avec les idées d'opérations en profondeur, dans lesquelles le BT aurait bien plus d'impact qu'un T-24. Alexeyenko démissionna de son poste en décembre 1931, étant en profond désaccord avec la politique soviétique plus pragmatique de directement acheter des chars étrangers que de favoriser l'industrie nationale. Après cela, 23 T-24 resteront à Kharkov, un seul ayant été transféré à Moscou à une académie militaire. Un courrier du 2 février 1938 à Voroshilov l'informe des chars obsolètes disponibles dans le pays. Parmi eux, outre 15 Ricardo, 2 Renault et un char léger T-34 se trouvent les 24 T-24, attendant dans des entrepôts. Selon un ordre de 1938, 10 devaient être envoyés au district militaire de Biélorussie et 12 au district de Kiev. Le dernier rôle du T-24 sera ironiquement le seul où ce char de manœuvre n'aura pas à bouger, puisqu'ils finiront leur carrière en tant que pseudo-fortification. Les chars étaient dépourvus de tout. Armement, moteur, la seule chose restante étant le blindage. Au moins un véhicule fut équipé d'un canon de 76 mm L10, le même canon que le char moyen T-28, ainsi que d'une mitrailleuse Maxim. C'est ainsi que s'achève la brève histoire du T-24, vétéran de la Seconde Guerre mondiale malgré lui. Des premières heures de l'industrie blindée soviétique à son apogée lors du plus grand défi de sa vie, le T-24 d'une certaine façon aura élevé cette industrie. Malgré tous ses défauts, une chose ne pourra jamais lui être enlevée, il était le premier d'une longue lignée et peut être fier de sa descendance.